Dossier de ce soir, nous allons réfléchir avec notre invité Norbert Yamba, qui est un des cadres de l'opposition, de l'UDPS. Oui, Norbert Yamba qui venait à l'époque sur notre plateau comme un membre de la société civile, mais finalement c'est une mutation en acteur politique. La société civile n'est pas une fonction. La société civile, c'est un cadre où les citoyens peuvent se mouvoir dans la perspective d'améliorer la gouvernance de la République. Mais lorsqu'on a envie véritablement d'impacter davantage la République, il faut d'abord faire la politique active. L'autre fois, j'avais un engagement politique, mais je ne faisais pas la politique active. Maintenant, j'ai décidé de faire la politique active à travers mon adhésion à l'UDPS, en fait, qui date de l'OTAN, ça c'est évident. Alors, on va réfléchir avec vous sur un sujet quand même assez intéressant, puisqu'on a remarqué par rapport à cette campagne électorale que finalement c'est tout le monde qui veut devenir député provincial ou député national. On y retrouve tout le monde finalement, des artistes musiciens, des footballeurs, des comédiens, des danseuses. Finalement, il y a aussi des politiques. Alors on se dit que tout le monde veut aujourd'hui devenir député. Et c'est pour cela qu'on a peut-être voulu réfléchir avec vous sur, si on revient un peu plus loin, si on va renvoyer notre mémoire un peu en arrière. Lorsqu'il y a eu 1+4, il y a eu quand même un parlement de transition. Le profil à l'époque de ces parlementaires, peut-être cooptés, la plupart c'était des ex-belligérants, ils sont venus d'un peu les groupes armés, lorsqu'ils se sont transformés en partis politiques, mais ils avaient quand même aussi la lourde tâche pour mener quand même le pays vers les élections. Il faut dire, monsieur les journalistes, que nous sommes en train de vivre dans un pays où il n'existe pas une politique de résorption de chômage. 96% de nos concitoyens sont en chômage. Et les sociétés ne sont pas opérationnelles, les entreprises ne sont pas suffisamment opérationnelles, les initiatives du gouvernement de la République pour créer des investissements qui permettent de pouvoir résorber le chômage ne sont pas efficaces. Et donc, il reste simplement un seul endroit où on peut trouver de l'argent, on peut trouver du travail. Et c'est la politique. Or, la politique est plus complexe, plus compliquée que d'autres activités. Je repose ma question autrement. Ce n'est pas parce qu'en 2006, parce qu'il faut le dire, le Parlement de 2006, moi j'aimerais qu'on aille étape par étape. Le Parlement de 2006, après les premières élections entre 2001, le premier Parlement donc, de transition, le Parlement de 2006, lors des premières élections, le Parlement de 2011. On se dit, Parlement de transition, beaucoup d'ex-chefs de guerre, beaucoup de belligérants, parce que la plupart qui ont décidé de faire la paix se sont mués en partis politiques, RCD, MLC notamment, qui étaient des groupes armés. On a eu un certain profil des députés nationaux à l'époque, qui ont eu quand même cette lourde charge. Et je me dis, pour certains, le fait pour eux d'avoir eu des jeeps, je me rappelle des X-Trail, ça a stimulé qu'en 2006, on puisse avoir aussi cet engouement. Tout à fait. C'est pourquoi je te disais que il n'y a pas du travail. Les gens veulent se taper du travail et vivre heureusement. Mais croyez-moi, on a assisté déjà avec les belligérants. Beaucoup de gens qui étaient des chômeurs, qui étaient des vanipiers, etc., sont devenus tantôt ministres, tantôt parlementaires, etc. Ils se sont construits des maisons, ils ont eu l'argent, ils se sont tapés de maîtresses, etc. Et donc ça a suscité véritablement l'intérêt d'un certain nombre de personnes. C'est comme ça que vous avez vu en 2006, les gens se battent pour devenir véritablement députés, qui à province, qui au niveau national. Je dois vous avouer que dans certaines provinces, on a retrouvé des personnes, des vendeurs de chikwang en fait, qui n'avaient aucune expérience professionnelle et qui sont finalement devenus députés simplement parce qu'ils avaient $250 pour payer la caution. Cette situation a été renforcée naturellement
par le fait qu'en devenant député, finalement, on a un véhicule, un gros véhicule de luxe, etc. En devenant député, on peut bien se taper de maison. En devenant député, il y a la corruption endémique et institutionnalisée qui permettait aux députés d'avoir véritablement des revenus additionnels par rapport à ce qu'ils gagnaient comme députés. Ça vient donner la possibilité aux députés de décider de leur propre salaire. C'est comme ça qu'on est allé même à plus de 15 000 $, etc. Et les gens se disent, ben, avoir 15 000 $ ou 12 000 $ le mois, et même si j'étais musicien, même si j'étais journaliste, je n'aurais pas ça. Et comme nous sommes dans une situation, comme nous sommes dans une sorte de loterie, parce qu'en réalité, la gestion de la République aujourd'hui, c'est une loterie. Quiconque voudrait véritablement jouer à la loterie, il gagne et il vit confortablement. Et raison pour laquelle vous avez vu beaucoup de candidats en 2006. Aujourd'hui, c'est plus grave encore. En 2006, on a eu beaucoup de la diaspora, il faut le dire. En 2006, si on a un certain regard, on verra que par rapport à 2011, on a eu beaucoup de gens de la diaspora qui sont devenus députés. Si vous essayez vraiment de scruter ce Parlement, c'était beaucoup de la diaspora. Je ne me dis pas qu'ils sont venus chercher de l'argent ici, puisqu'à la limite, d'autres vivaient quand même dans certaines conditions. Non, je vous en prie, J'étais dans la diaspora, je connais comment les choses se passent, et je connais que devenir un député au Congo, c'est mieux que vivre dans la diaspora. Parce que on est dans le stress, on est dans la frustration, on est considéré comme des petits mendiants, le fisc que vous des autres, etc. Et donc, lorsqu'il faut rentrer chez soi et se taper 5 000 ou 10 000 $, je crois que c'est une percée spectaculaire. Et donc, la diaspora a estimé de sortir véritablement du ghetto et de venir assumer des responsabilités ici. Bon, écoutez, certains ont réussi, certains se sont finalement comportés comme les anciens, parce que regardez, toutes les contestations aujourd'hui que nous observons viennent de la diaspora. Et beaucoup qui sont arrivés, qui auraient pu véritablement donner un bel exemple dans la perspective de que la gestion de la société se fasse de manière efficace et efficiente. Écoutez, ne l'ont pas fait. Ils sont entrés véritablement, ils sont tombés dans le piège de la jungle, non, j'allais dire de la loterie que nous vivons. Et donc, outre la diaspora, qui du reste sont encore revenus en charge cette fois-ci, et vous avez les journalistes, etc., qui en réalité se sont tapés la notoriété au travers la télévision, la radio, etc., et ils ont cru qu'en étant star à la radio, à la télévision, ça leur donnait la compétence de pouvoir manager la République. Or, tel n'est pas le cas. Tout ne tourne pas dans le choix, parce que, il faut le dire, oui, je suis candidat, mais pour le reste, en face de moi, il y a des électeurs. Est-ce que ce ne sont pas des électeurs qui, peut-être dans la complaisance, ou comme on dit, à cause d'un t-shirt, ou par exemple, cette personne dit 2-3 mots, répare un pont, essaye de jeter essaye d'évacuer quelques immondices, on tombe sur son charme, et puis on le vote. Sans programme, sans peut-être savoir pourquoi cette personne, nous l'envoyons au Parlement. Vous savez, quelqu'un, un prof, le professeur Defour, paix à son âme, nous disait qu'il existe un adage en latin qui disait « Ignotilia cupido ». Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Donc nous avons des citoyens de la République qui ont envie véritablement que leur situation change. Mais croyez-moi, quel est leur niveau de lucidité? Quel est leur niveau de compréhension des enjeux en cours? Et c'est comme ça que dans un pays respectable, les médias publics, encore qu'il faut toute une politique, et même au niveau des médias privés, organisent véritablement des émissions qui permettent d'accroître la lucidité des différents citoyens, pour qu'ils soient en mesure de faire des choix judiciaires, pas autour de la beauté d'un individu, mais autour de son offre politique, autour de son programme. Et le programme ici entendait l'ensemble des réponses que la personne voudrait donner aux problèmes qui se posent dans la société. Or, nous sommes loin de ce débat. Et on nous a fait rater ce débat en 2006 où on devrait avoir le déchallenger. Parlons d'abord des députés nationaux. On pourra peut-être parler aussi de ce débat des chefs d'État. Mais parlons d'abord du Parlement. Parce que moi, mon regard, je jette sur le Parlement. Comme j'ai dit, on parle de transition, on parle de 2006 jusqu'en 2011. Parce que si vous dites que ces gens sont tombés sous le charme en 2006, je me dis peut-être entre 2006 et 2011, on a vu quand même ces gens, ou les parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Assemblée nationale notamment, mais en 2011, on ne devrait pas encore retomber sur les mêmes erreurs pour opérer encore ces mêmes choix. Et pour qu'après on se dise, tiens, on a envoyé des gens au Parlement qui ne font rien pour peut-être nous. Chasser les naturels, il revient au galop. Il n'y a pas de travail.
il n'y a pas de politique qui permette à nos concitoyens de trouver leur compte. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de politique qui permettent aux citoyens d'avoir de l'électricité, d'avoir l'eau, d'avoir ceci ou cela, et je crois que nos citoyens seront toujours à la merci. Pour la plupart des aventuriers, etc., qui véritablement postulent. Je suis très désolé, je ne suis pas contre que les musiciens deviennent des députés, les journalistes, ou les menuisiers, ou les maraîchers, etc. Mais je me dis que chacun doit exceller dans son domaine. Et lorsqu'on voit des musiciens qui promettent, je ne sais pas, le ciel aux gens, et finalement, ils n'ont aucun prérequis, aucun préacquis en ce qui concerne les différentes politiques de la République, et quand ils viennent simplement justement pour entrer dans tel ou tel rassemblement où on peut trouver facilement de l'argent, moi je dis c'est désolant. Et celui qui est en train véritablement de mettre une telle politique dans notre pays est en train de programmer la disparition du Congo. Parce qu'aujourd'hui on va se retrouver au niveau provincial avec des charlatans, au niveau national avec des charlatans, et donc on construit une démocratie artisanale qui ne donnera pas la possibilité à notre pays d'avancer. Vous savez qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est en train véritablement de prendre sa responsabilité à ce XXIe siècle. Et que les il y a 5 régions bien entendu, la région du Nord, la région du Sud, Est, Ouest, sont debout. Il reste l'Afrique centrale. Et à l'Afrique centrale, c'est le Congo qui est la locomotive. Alors si le Congo n'a pas une élite qui a une capacité de lucidité, une élite qui a des capacités managériales exceptionnelles, une élite, cette élite-là, imbécilisée, va devoir nous niveler vers le bas. Non, je comprends bien. Vous n'êtes pas contre que ce soit des maraîchers, que ce soit des menuisiers, mais au moins il faut qu'il y ait un prérequis des affaires politiques. Au moins ces personnes, parce que je crois, ceux qui vont légiférer doivent quand même au moins avoir un bagage en droit, en économie, parce que beaucoup de matières qui sont traitées au niveau du Parlement sont beaucoup de matières juridiques, de matières économiques, de matières de sécurité, d'environnement, au moins que ces personnes puissent avoir ce bagage. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion, comme consultant international, de me promener à travers notre pays, et pourquoi pas en Afrique. Je discute avec les gouvernants, que ce soit les ministres provinciaux, les gouverneurs, les agents de l'administration, etc. Je me rends finalement compte que ce pays ne peut pas avancer, compte tenu de la qualité de ces gens. Et des hommes et des femmes qui véritablement ne connaissent pas le nouveau paysage politique national et international. Ça veut dire en fait, qui ne connaissent pas comment on peut gouverner un pays, comment on peut gouverner une province, comment on peut gouverner une ville, comment on peut gouverner une entité territoriale décentralisée. Ça c'est un problème réel. Alors les gens croient que, bon, peut-être à l'occasion on va m'appeler honorable, éventuellement on va m'appeler excellence, et ils viennent en masse, ça leur donne 2 possibilités, l'honneur et puis l'argent. Et ça s'arrête là, oubliant qu'il faut construire une solidarité au travers des différentes politiques dans notre pays. Aujourd'hui, vous voyez comment les gens se sont mobilisés naturellement pour être derrière les candidats présidentiels, simplement parce qu'on a vu la beauté, on a vu l'argent. Ça pose autant poser la question, qu'est-ce qu'ils présentent comme programme, qu'est-ce qu'ils présentent comme offre politique. Mutandis, même pour au niveau des députés. Et tous ces députés-là, il faut entendre leurs déclarations. C'est des coups de gueule mégaphonés. Ils n'ont rien à proposer. Il y en a même ceux qui promettent qu'ils vont monter des ponts dans des fleuves. Au moment où il sait que c'est un député, il n'a pas de l'argent, il n'a pas de prérogatives, et que c'est justement au travers des politiques qui devront passer dans le budget, c'est ça justement qui va réaliser les choses. Encore qu'il a aucune maîtrise du budget. En 2018, parce qu'il faut se dire, 2006, il y a eu les premières élections, 2011, même si, vous l'avez dit vous-même, je vous paraphrase, chasser le naturel et rêver au galop. Moi je me dis, au galop une fois, mais pas 2 fois, parce que là, entre 2011 et le retard peut-être qu'ont connu les élections qui devaient s'organiser en 2016, on a 2018, on a eu peut-être, probablement, le peuple qui vote, les électeurs a peut-être eu une certaine maturité aussi, parce que quand on regarde les débats, même sur les réseaux sociaux, les déclarations à la télévision, on sent quand même que le peuple voit les choses aussi différemment aujourd'hui. Ils ne sont pas nombreux, parce qu'il y a une politique bien organisée qui permet de laisser le peuple dans l'ignorance. Lorsque vous écoutez les hommes politiques, souvent imbécilisés, ils font des déclarations incantatoires sans pour autant donner la boussole. Les hommes politiques de tous bords. Aujourd'hui, c'est de tous bords. Hein. C'est de tous bords, encore que ceux qui prennent la plus grande responsabilité, ce sont ceux qui sont au pouvoir, qui ont appris à danser, à chanter, sans pour
donner des orientations, donner des actions qui permettent véritablement de faire booster la République. Et donc, aujourd'hui, sincèrement, l'élite politique a gâché. L'élite politique est imbécilisée, robotisée à souhait, manipulée, au point où le peuple n'a pas de dividende par rapport à la prestation de ce que représente la gestion de l'État. Il faut donc une nouvelle classe. Mais quelle classe? Aujourd'hui, ce sont des musiciens, ce sont... Cette législature court un danger. Cette législature... de leur notoriété. Écoutez, savoir jouer la musique, c'est pas savoir concevoir le budget de la République. Est-ce que cette législature court un danger au regard du profil de tous ces... Un grand danger, c'est à cause de la nature du régime. Un grand danger à cause de la nature du régime. Le régime a montré que... Nature du régime ou même que la loi électorale a permis peut-être à ces personnes qui ont répondu aux normes d'être sélectionnées? Non, la nature du régime, c'est pas une nature qui donne la possibilité à la production des initiatives pour que chacun trouve son compte au travers du travail qu'il réalise. Et donc, si on peut avoir un peu plus d'argent, surtout que, bon, il y a des musiciens aujourd'hui qui sont en voie d'être essoufflés, démodés, dépassés, etc. L'idée, c'est de dire, bon, écoutez, on me connaît. Alors, le fait qu'on me connaît, on va me voter. Et j'y vais. Mais il n'est pas préoccupé véritablement de ce qui représente les besoins de la République, les besoins des citoyens. Et ça, c'est un danger public. Moi, je croyais qu'on aurait fait des cycles électoraux, etc. Et que ce troisième pouvait aider à ce qu'on puisse faire le choix des hommes et des femmes qui sont capables de bien manager la République pour donner des performances. Et les performances doivent se retentir sur les citoyens. Il me semble que tel n'est pas le cas. On entre dans ce flou artistique où chacun qui vient, parce qu'il a un peu d'argent pour donner aux gens, il a un peu de t-shirts, etc. Et criant à longueur de journée qu'il est derrière le peuple. Et bien voilà, ils seront entendus et le peuple va les voter. Mais moi, je considère que les cycles que nous avons eus ne sont pas passés inaperçus. Je suis en train d'examiner ce qui se passe à l'intérieur et je me rends finalement compte que même au niveau des provinces, au niveau des villages aujourd'hui, il se pose quand même des questions pour savoir qui est à l'origine, qui est la source véritablement de cette situation que nous sommes en train de traverser. C'est vrai que la faim, c'est vrai que la pauvreté va beaucoup influer par rapport aux gens qui détiennent aujourd'hui l'argent, parce qu'en fait, la notion de Mopatas est davantage prise en considération. Qui a Mopatas, c'est celui qui gagne. Or, notre peuple pourra démontrer le contraire, parce qu'en réalité, Mopatas, ce n'est pas Mopatas qui crée l'homme, c'est l'homme qui crée Mopatas, encore que ce Mopatas soit utilisé pour que, véritablement, on arrange les routes, on envoie les enfants à l'école, on fait soigner les gens, encore qu'il faut une politique correspondante. Il me semble qu'on n'y est pas là. Nous sommes dans une situation où, sauf qui peut, quelqu'un qui est aventurier, il doit pouvoir réussir. Et les hommes et les femmes qui pensent qu'il faut faire poser des actes qui vont dans le sens d'améliorer la République, ces gens-là sont relégués au second plan. Alors, vous êtes vous-même également candidat. Aujourd'hui, il y a aussi confusion dans ce qu'on appelle le rôle finalement du député et pourquoi on va à l'Assemblée nationale. Beaucoup aussi qui vont ne savent pas pourquoi qu'ils y vont. Et pourtant on a suivi des débats à la télévision depuis des années, ça passe parfois en direct. Je crois que ceux qui ont ces ambitions devraient au moins, lorsqu'on leur pose des questions sur des plateaux de télévision, répondre au moins pourquoi ils vont au Parlement. Mais on se rend compte que beaucoup ne le savent pas. Donc tout à fait, mais là vous avez une grande responsabilité, mon ami. Vous avez une grande responsabilité, vous avez les chaînes, etc. Il ne faut pas vraiment compatir, il ne faut pas vraiment être compatible à la situation dramatique que nous avons. Il faut quand même que les chaînes de télévision, les radios, les télévisions, etc. Nous aident à écouter les uns les autres pour savoir qu'est-ce que tel ou tel parti ou tel candidat devra faire. Et nous sommes au moment où il faut projet contre projet. J'ai beaucoup aimé nos compatriotes du Cameroun avec les dernières élections, etc. Il y a eu des grandes émissions qui ont été organisées dans la perspective de confronter les différents protagonistes, les différents adversaires, etc. Et là, on est là dans les débats de projet contre projet. Moi, j'entendais, et d'ailleurs, en venant rapidement ici, je me suis dit, peut-être que j'aurais des questions, on me pose, mais écoutez, sur le plan de sécurité, sur le plan de l'environnement, sur le plan des transports, sur le plan de l'alimentation, de la décentralisation, de l'administration d'une manière générale, tout ça, ça fait partie des problèmes qui sont... Je vous poserai la question sur votre vote, pourquoi vous voulez aussi. Des questions pour lesquelles nous devons résoudre. Et ce sont des choses-là que nous avons besoin d'inviter les gens ici.
Parce qu'on en a marre. Quelqu'un qui ne fait que parler, tout le monde est constitutionnaliste, tout le monde est politologue, juste pour faire des déclarations incantatoires qui n'ont aucune utilité sociale. On a besoin des hommes et des femmes qui viennent nous dire, aujourd'hui nous avons 80 millions d'habitants, en l'an 2035 nous avons 165 millions, en l'an 2050 on aura 220 millions, en l'an 2100 on aura 400 millions. Quelle est votre politique de logement, par exemple? Quelle est votre politique d'alimentation? Quelle est votre politique des infrastructures? Quelle est votre politique sur l'électricité? Aujourd'hui, Mobutu nous a laissé avec 9% des gens qui étaient desservis en électricité. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas allés au-delà. Vous voyez que c'est un problème. Alors maintenant, il faut que quelqu'un, lorsqu'il voudrait véritablement avoir le suffrage de notre peuple, qui nous dise très concrètement, si 80 millions d'habitants, on n'a que 9% qui sont desservis par l'électricité. Et en fortiori demain, lorsqu'on aura 100 millions, on va faire comment? Ça, on en a besoin. Je vous informe aussi, en passant, que le CESAC va organiser des débats. Je crois, on a parlé avec les responsables du CESAC. Si je ne me trompe pas, il y aura des émissions où il y aura 6 candidats qui vont s'aligner et qui vont se confronter. Ça sera une émission de 3 heures où les candidats 6 je crois, vont passer à tour de rôle et ils vont faire le débat. Peut-être que vous aurez satisfaction, puisque c'est ce que vous voulez aussi, puisque tout le monde le veut. Je crois que ceux que nous votons, surtout à la présidentielle, doivent projeter, avoir un programme, par exemple, comme vous l'avez dit, pour le social, pour l'environnement, pour la sécurité, par rapport à la démographie aussi, comme vous avez donné l'exemple. Je vous informe que le CESAC aura des émissions comme ça à organiser. Alors, je rappelle aussi que vous, également, c'est la première fois que vous soyez candidat ou vous l'avez déjà été? Je suis candidat. Dans les Sancours, c'est la première fois. Oui. Dans les Sancours. Dans les Sancours. Pourquoi vous aussi vous voulez aller au Parlement? Vous savez que j'ai travaillé pendant longtemps dans le privé. J'étais directeur général d'un projet de la Direction générale de la coopération belge. J'ai travaillé avec les populations, avec les organisations non gouvernementales, où on devait concevoir des programmes, on devait les opérationnaliser sur les terrains. J'ai travaillé également avec la coopération américaine, au travers du USAID, comme coordonnateur national dans le cadre de la sécurité alimentaire. J'ai observé dans toutes les provinces, on a travaillé avec les citoyens, comment les organiser, comment construire une dynamique de développement agricole. J'ai travaillé comme coordonnateur national, n'est-ce pas, de la gestion de l'environnement en Afrique centrale. J'ai travaillé plusieurs fois comme consultant dans de grands projets de la Banque mondiale. Je totalise plus de 25 ans d'expérience nationale et internationale. J'ai donné le tonus pour que la société civile du Congo soit au devant de la scène, parce que c'est moi qui ai écrit le premier livre qui expliquait naturellement comment la société civile pouvait bien fonctionner. Et en ayant toutes ces années d'observation, je me suis finalement rendu compte que les choses n'ont pas l'air d'avancer. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont la puissance du savoir, qui ont le pouvoir du savoir, soient en mesure de s'impliquer dans la dynamique de la gestion directe, dans la gestion quotidienne de la République. Et pour le faire, eh bien, il faut passer par la grande porte, par se faire nommer par des accointances, mais au travers l'élection d'un député. À ce moment-là, parce que j'ai travaillé comme coach d'une série de politiques qu'il fallait véritablement accompagner la République, pourquoi je n'amènerais pas cette grande expérience au sein du Parlement pour la définition de problèmes, pour la définition de politiques, pour la mise en commun de moyens, pour l'opérationnalisation. C'est la première chose. Deuxième chose, j'ai quand même besoin, parce que comme consultant, j'ai la culture statistique, j'ai la culture des résultats. Je pourrais être en mesure de construire une dynamique de monitoring de l'action publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, j'ai la capacité en tant qu'évaluateur macroéconomique de regarder une institution et de déceler des failles, de déceler des faiblesses et de proposer des solutions. Et aujourd'hui, nos institutions fonctionnent comme étant sur un terrain fertile où même les graines pourraient germer bien. Simplement. Question directe, Norbert Yamba. C'est un discours assez éloquent, assez scientifique, assez élevé. Je vous connais depuis des années, je vous reçois, on a eu à échanger sur beaucoup de sujets. On sent que l'homme transversal dans beaucoup de domaines. Mais vous êtes candidat député dans le Sankourou. Je me dis, vous avez une campagne électorale à faire. Vous n'allez pas devant
vos électeurs dans le Sankourou avoir ce discours? Non, non. Ce discours, c'est pour montrer mon background, mon profil. Qui ira mieux parler, mais face à vos électeurs. Je suis Sankourou, c'est une province, mais je suis dans les territoires de Lomela. Ça fait longtemps, Patrick. Je suis en contact avec mon territoire. C'est 26 000 km². C'est plus de 175 000 habitants aujourd'hui, avec 6 secteurs. Je vous dis, lorsque vous arrivez au centre, vous ne trouvez même pas une belle maison, ne serait-ce que les territoires lui-même n'est pas construit. Et vous savez que plusieurs années, il nous a été dit depuis 2012-2016 qu'on devrait construire des zones de santé, des grands bâtiments, etc. Nous n'avons pas vous qui allez le construire. Nous n'avons pas sous les 506 zones de santé qui étaient prévues. C'est vrai que nous avons des zones de santé opérationnelles, mais ces zones de santé ne sont pas équipées. Ce ne sont pas des zones de santé. Nous n'avons même pas un hôpital de l'État. Vous vous imaginez? Les écoles sont complètement délabrées. Les gens ne travaillent pas. Ils sont en chômage. Les agricultures ne vont plus parce qu'ils n'ont pas des intrants, des outils agricoles. Et puis les routes sont impraticables. Aujourd'hui, lorsqu'il faut quitter l'agglomération stratégique comme Lodja pour aller à Lomela, la route elle est impraticable. Même la moto est difficile de pouvoir traverser, etc. Alors ces gens-là qui n'ont pas de travail, à l'époque, nous avons connu des grandes sociétés qui étaient là, qui ont engagé les gens, qui achetaient les produits, n'est-ce pas, des villageois, des agriculteurs, etc. Aujourd'hui, aucune société. Et personne ne s'y intéresse. Personne ne peut même pas prendre contact avec tel ou tel pour qu'on arrive véritablement, ne serait-ce qu'acheter. Non, mais Mayamba fera quoi pour cette agglomération? Fera quoi pour le Mela, par exemple? Mais moi, la première chose, j'ai un carnet d'adresses. Et par rapport à mon carnet d'adresses, je vais chercher des hommes et des femmes qui peuvent véritablement s'intéresser parce que je connais bien les potentialités de Lomela. Deuxième chose, je suis un homme crédible, sérieux, et je crois qu'au Parlement, je me battrai pour que véritablement je puisse incorporer dans le budget de la République des actions qui doivent être menées à Lomela. Troisièmement, je prendrai mon salaire. Je prendrai mon salaire de député, ne serait-ce que pour construire notre territoire. Nous avons 59 groupements. Et sur les 59 groupements, il y a au moins 1% seulement. 1% pour trouver une école avec tôle. Tous ces sont des pailles. Et je me battrai, ne serait-ce qu'avec mon salaire, pour donner la possibilité. Oui, je veux dire, est-ce que c'est le rôle du député finalement? Ce n'est pas le rôle du député. On risque de tomber dans cette erreur dans ce qu'on a toujours reproché aux autres, les députés à l'heure de la campagne qui promettent des choses, qui construisent des ponts, qui construisent des routes. C'est comme ça que, c'est pour éviter ça. Nous avons un parti politique, c'est le DPS, avec notre candidat, c'est Félix Tshisekedi, et nous croyons que s'il arrivait à avoir le pouvoir, nous aurons une grande influence, nous aurons la capacité d'incorporer dans le budget de la République, n'est-ce pas, un budget qui permettra de pouvoir construire les écoles dans les 59 groupements, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Nous allons donner la possibilité pour qu'on puisse construire l'hôpital du territoire. Nous allons donner la possibilité pour qu'on construise les territoires. Le territoire n'a même pas un bâtiment commode. C'est pas possible. Et lorsqu'il plaît, c'est tout le monde qui s'en va, qui s'enfuit, simplement parce que cet hôpital, la maison n'est pas praticable. Nous nous battrons pour que nous puissions appeler des investisseurs, etc., venir investir chez nous parce que nous avons le coton, nous avons le riz, nous avons le maïs, nous avons la forêt, parce que nous sommes dans une zone forestière, etc. Il y a des bois qui sont disponibles, de wenge, le bois noir, etc. On a besoin des hommes et des femmes qui exploitent cela. Les gens vont trouver du travail, les gens vont travailler, ils vous auront des revenus, l'argent va circuler et nos commerçants par exemple, nos petits commerçants, ils n'ont même pas de crédit, ils ne connaissent même pas les procédures. J'attends mettre en place une coopérative, c'est pas qui réunirait tous les commerçants pour qu'on fasse... Vous serez mieux dans quelle commission, par exemple, au Parlement? Parce qu'il y a le Parlement, c'est aussi beaucoup de commissions. Et je crois que c'est des propositions économiques. Les propositions ne passent mieux qu'à travers des commissions. Je serai dans la commission économique. Parce que je suis spécialiste de questions d'environnement, je suis spécialiste de questions d'économie, et voilà. Et j'apporterai mon savoir parce que j'ai travaillé plusieurs années avec la Banque mondiale dans le cadre de la décentralisation. J'ai accompagné mon pays par rapport à cette dynamique. Parlons de décentralisation. Est-ce que cela a poussé pour avoir un regard depuis 2 ans, pratiquement 3 ans, 2 ans? Est-ce que la décentralisation répond aujourd'hui à l'idée de départ? La décentralisation produit ses effets aujourd'hui, l'autonomie des provinces qui émergent aussi.
Certainement, parce que j'étais dernièrement à Lualaba. En 2009, j'étais à Lualaba, j'ai trouvé que c'était une poubelle. Et quand j'arrive, coup de chapeau au gouverneur, franchement, il a fait un travail extraordinaire. J'ai trouvé les routes asphaltées. Oui, j'ai trouvé les routes asphaltées. Il faut savoir reconnaître les performances des gens, etc. Il se bat, il n'a pas besoin de construire une maison, il en avait déjà, etc. Et donc, il est là au service vraiment de ses concitoyens. La même chose, bon, j'étais à Haut-Touélé, bon, là, il y a encore à faire. Beaucoup de provinces, j'ai circulé dans 25 provinces, cette décentralisation marche dans des si, hein, et encore qu'il faut avoir des hommes et des femmes qui sont engagés, déterminés à pouvoir relever le défi. Il me semble que la plupart des gens qui sont désignés sont désignés par acquaintance politique, les hommes de confiance, les hommes de paille, etc., sans tenir compte de leur background, sans tenir compte de leur profil, etc. Et quand ils arrivent au niveau des provinces, au niveau des villes, au niveau des secteurs ou de chefferies, les chefferies au moins ce sont de l'affiliation traditionnelle, mais là aussi des injonctions sont données pour être robotisés à souhait. Je crois qu'aujourd'hui plus que jamais, sincèrement, la décentralisation, c'est la restructuration géographique qui permet de mettre en place des républiquettes qui travaillent comme une république. Mais malheureusement, on n'y est pas encore. Non seulement l'autorité qui a chargé véritablement de cette question n'est pas très préoccupée, c'est comme ce qui dirait qu'en fait cette histoire concerne les bailleurs de fonds. Or, c'est le Congo. Le Congo est trop grand. Et puis bon, il faut faire des entités locales, des entités qui sont capables de produire, de poser des actes susceptibles de produire des effets. Actualité oblige Norbert Yamba. Après quelques jours, il faut revenir d'abord sur l'accord de Genève aussi. Si vous le permettez, l'accord de Genève, Martin Fayulu, candidat commun, un peu de pression à limiter, Félix Tshisekedi lâche, Kamere aussi. Oui, le concept base qui vient, ma base. Quelques jours après, les deux se retrouvent aussi pendant une semaine ou plus en Europe. Et finalement, c'est à Nairobi que tout se dessine. Kamere se désiste. C'est le deuxième candidat commun, si je peux l'appeler ici, c'est Félix Tshisekedi, de l'opposition. D'abord, coup de chapeau à Vital. Grand mot, grand remède. L'ego doit être au service de la société. Et la société ne doit pas être au service de l'ego. Et lorsqu'il y a une société qui est en train de traverser une zone de turbulence, lorsqu'il y a une société qui est en situation de détresse, il est important véritablement de se faire des concessions, de se faire violence pour accepter des stratégies innovantes qui permettent de faire booster la société. Ce qui est arrivé naturellement à Nairobi donne pas l'idée que demain le Congo pourra avancer. Qu'est-ce qui est arrivé à Genève le lendemain de Genève? Ce qui est arrivé à Genève, c'est que on a discuté du choix d'une personnalité qui devrait représenter l'opposition. Mais ce choix-là, bien que les règles de jeu ont été définies, les critères ont été définis, lorsqu'ils arrivent, ils ont changé des critères, simplement parce qu'il y avait un agenda stratégique des invalidés. Et donc, ils ont mis en place... Ce n'est pas la pression de la base, parce que je me dis, le candidat commun Fayulu, automatiquement, Augustin Kabouya qui réagit, il y a Kaboun qui réagit, qui donne 48 heures au président de son parti, lui qui est le secrétaire général. Je sais que c'est le Congrès qui l'a porté également en tant que président de ce parti et candidat président de la République. Et on sent un peu d'agitation au siège de l'UDPS. Et puis Félix Tshisekedi qui lâche. Non, Félix Tshisekedi a lâché sur deux choses. Première chose, d'abord le mode de scrutin qui a eu lieu, qui frise une sorte de complotation. Il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. Je m'excuse beaucoup, il ne l'a jamais dit. Il a parlé de la base. J'ai réfléchi, vous m'avez présenté aussi comme consultant. Je sais aussi analyser et apprendre l'unité de l'observation et tirer des conclusions. Je vous en prie. Et donc, première chose, c'est l'examen de ce qui s'est passé, qui frise une complotation, boutiquée par les invalidés, qui véritablement font la démocratie des argentiers. Une démocraticide qui est liée à l'argent,
mercantilistes, élitistes, etc., et qui croient pouvoir se permettre de poser des actes, même incontrôlés, simplement parce qu'ils ont l'argent, encore qu'il faut savoir l'origine de leur argent. Tous, ils ont été dans la gestion des argent de la République, et voilà, ils partagent aussi la responsabilité par rapport à ces chaos que nous en sommes en train d'assister. Deuxième chose, et là, Patrick, c'est un débat fondamentalement intellectuel. Vous savez, lorsqu'on crée un groupe, il y a un visionnaire. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a des citoyens qui n'ont pas le même niveau de compréhension que les visionnaires. Ça, c'est vous parlez de la base. Oui, la base, bien entendu. Et au fur et à mesure que le groupe évolue, le groupe avance, et donc les citoyens qui font partie du groupe acquièrent des capacités, acquièrent des compétences, justement pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'objet social à suivre. Il arrivera à un moment donné où les groupes, les citoyens qui font partie du groupe ont la même compréhension que les visionnaires. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe une évolution autour de l'appropriation du groupe. Au lieu que ce soit le groupe des visionnaires, ça devient le groupe de tous les citoyens parce qu'ils sont capables de les contrôler, ils sont capables de dire non par rapport à la dynamique du groupe. C'est comme ça que vous savez, en psychologie sociale, on vous dit la crise d'identité. Il arrive à un moment où, quand on acquiert les mêmes connaissances que le visionnaire, il peut y avoir des gens qui aspirent aussi à devenir chefs. C'est comme ça que vous voyez le groupe se scinder, parce qu'effectivement, il y a cette capacité de pouvoir s'approprier, devenir l'architecte et copropriétaire véritablement du groupe. Ce qu'on a assisté ici, c'est que le groupe sait que Félix Tshisekedi Tshilombo a été choisi par le Congrès. Et que Félix Tshisekedi Tshilombo est en avance sur le sondage, 36%. Et que au niveau de l'organisation, au niveau de l'implantation du parti, il n'y a pas un parti qui puisse se comparer avec l'UDPS. Pourquoi avoir voulu un candidat commun? C'est important aussi. Je m'excuse. Et donc, lorsque vous êtes en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Océanie, vous trouvez l'UDPS représentée. Alors maintenant, on dit, écoutez, l'union fait la force. C'est qu'on dit, l'union est la force des faibles. Parce qu'il y a des petits partis, etc. Il y a des leaders. Soyons ensemble, parce que nous sommes en face d'un parti politique, d'une mouvance qu'on appelle FCC, très réfractaire, très récidiviste. Et donc, on risque véritablement de connaître des problèmes sérieux. Soyons ensemble. Et c'est comme ça que l'UDPS, l'UNC, SID, tous ces gens-là ont accepté véritablement d'être ensemble. Mais on savait que la personne qui devrait être élue comme représentant, c'est la personne qui a une forte légitimité. Il y a une ancrage. Où est-ce que vous saviez, comme on le disait avant, que l'UDPS n'allait pas céder? L'UDPS porte derrière elle cette charge, vous l'avez dit, de se retrouver partout, d'avoir mené le combat, avoir été peut-être le premier parti de l'opposition, que l'UDPS n'allait pas céder. Et que le concept que l'opposition a du mal à fédérer, finalement ce concept se confirme. En 30 secondes, si vous pouvez répondre. Non, on savait que Félix allait être élu parce que quand vous regardez le rapport d'Afrique du Sud, on vous dit que voilà, il faut que le parti soit représenté partout, il faut que la personne soit connue sur l'ensemble du territoire, il faut que la personne puisse avoir un projet ou une offre politique. Et l'offre politique ne pose pas de problème, il faut simplement prendre des spécificités, les intégrer, avoir un projet commun. Et donc, au regard de ces critères, Félix partait déjà favori. Et alors, on arrive là-bas, on prend une personne qui n'a qu'un seul député, et c'est lui-même, pour représenter une opposition dont il y a un leadership avec 44 députés. Mais c'est pas sérieux ça. Mais Robert Yamba aura finalement été notre seul invité de ce soir, puisque le deuxième n'est pas venu, Jonathan Bialouchikwa, député national, un des membres du comité stratégique du FCC. Et finalement, ça a été un très bon débat, le profil des candidats. Oui, on a scruté un peu le Parlement de transition 2006, 2011. On a, je vous accorde la parole, 2011 également. Et les candidats qui se présentent aujourd'hui pour les élections de 2018, mais aussi ce désistement de Vital Kamerhe au profit de Félix Tshisekedi, on a parlé aussi Genève, mais aussi le Norbert Yamba qui est candidat dans le Sankourou. Oui, coup de chapeau à Félix, coup de chapeau à Vital Kamerhe. La démocratie a triomphé, soyez ensemble, n'écoutez pas les ondits. Je voudrais également dire à ma base de l'Omela que je viens vous aider. Je suis mieux connu à Kinshasa que chez moi. Mais si je suis venu simplement parce que vous m'avez appelé, vous avez pleuré, vous avez dit qu'il fallait un homme de mon envergure. Oui, j'ai quelque chose à donner.
Oui, j'ai la volonté de le faire. Oui, j'ai la crédibilité. J'ai aussi un carnet d'adresses. J'ai la puissance de la connaissance. Et je suis capable de relever le défi au travers les budgets qui doivent être résolus, mais au travers mes contacts que je puisse avoir les autres pour changer. Je vais changer. Merci. Soyez autour de moi et vous verrez que l'homme, 5 ans après, va changer. Norbert Mayamba, merci d'avoir été notre seul invité, comme je l'ai dit, de ce soir. C'est également la fin de la première partie de ce Kinshasa Direct. Dans un instant, le journal de Miramboma. Très bonne suite de nos programmes.